Ok, super. C'est en train de se lancer. Super, merci. Super. On est déjà une vingtaine. Je propose qu'on commence, Gaëtan, ça te va? Ça me va très bien et on peut peut-être proposer que vous posiez vos questions directement dans le chat. Comme ça, si jamais il y en a, il n'y aura peut-être pas de questions, mais en tout cas, n'hésitez vraiment pas et, euh, et on les regardera avec Estelle. Bienvenue à tous pour cette sensibilisation. On profite de la SEEPH, à savoir la semaine. Ah là, c'est pas cool ce que tu me fais, Estelle, parce qu'il faut que je me rappelle de Excuse-moi, l'acronyme j'ai un dans bug. les slides. La semaine européenne de l'emploi pour les personnes handicapées, donc voilà, qui est un événement français pour proposer cette sensibilisation autour de l'accessibilité numérique. C'est un sujet sur lequel MC2I est présent depuis assez longtemps par rapport à un certain nombre de nos concurrents. C'est-à-dire qu'on n'a pas attendu la vague du numérique responsable pour avoir une expertise sur le sujet, initiée à l'époque par Yann Goupil. Donc ça remonte à de nombreuses années. On parle des années 2010. Je vois des gens sourire, ceux qui ont connu Yann. Et qui s'est depuis perduré et aujourd'hui porté par le club marketing et expérience client. Et c'est également l'un des piliers sur lesquels on s'est appuyé pour notre labellisation numérique responsable de niveau 2. Donc voilà, ça a vraiment été l'un des points forts, le fait qu'on ait cette expertise en interne, qu'on accompagne des clients publics, privés sur cette problématique. Ça a vraiment été l'un des points forts. Et pourquoi on s'accroche à cette expertise? Parce qu'en termes de chiffre d'affaires, alors là, je reprends ma casquette partenaire. Hein. Si on regarde le chiffre d'affaires, on laisse le sujet de côté tout de suite dans le monde MC2I parce que c'est pas le volume de faire. Par contre, c'est une activité, si ce n'est l'activité ou l'expertise, qui est le plus en lien avec la mission originelle d'MC2I, qui est, et je paraphrase Arnaud, je m'en excuse, mais de mettre l'humain au cœur des projets de transformation digitale. Et du coup, quand on réfléchit à cette mission et qu'on parle d'accessibilité numérique, il n'y a rien de plus en ligne avec notre mission originelle que l'accessibilité numérique pour mettre l'humain au cœur de tout ce qu'on peut faire en matière de digital. Donc voilà, c'était un petit peu pour replacer le sujet parmi notre mission. Et donc, on vous propose cette sensibilisation avec Estelle. N'hésitez pas à poser toutes vos questions dans le chat, on y répondra volontiers. Et là, je te laisse la main, Estelle. Super, merci. Je vous propose de commencer par une petite mise en jambe en vous posant la question, pour vous, qu'est-ce que l'accessibilité numérique? Donc là, je vous propose soit de répondre dans le chat, soit même vous pouvez retirer, utiliser vos micros, hein, il n'y a pas de problème. Pour vous, qu'est-ce que ça évoque, l'accessibilité numérique? C'est rendre accessible aux personnes, par exemple, qui ont des difficultés à voir les couleurs, qui ont besoin d'avoir un affichage un peu en police de caractère un peu plus grande, par exemple, si c'est l'aspect visuel. Après, j'imagine qu'il y a des solutions aussi pour les personnes défaillantes en termes de vision pour lire le contenu des pages web. Il y a un petit mot-clé il y a un mot en particulier qu'on attend derrière accessibilité. C'est tout ce que tu viens de dire, Sébastien. Et il y a un mot en particulier qu'on attend derrière accessibilité numérique. C'est pouvoir pallier un handicap. Exactement, c'est le handicap. Exactement, c'est ça. Donc effectivement, on va vous détailler ça tout au long de cette sensibilisation, mais ce qu'il faut vraiment retenir de l'accessibilité numérique, c'est avant tout pour les personnes handicapées, c'est pour elles que l'on doit faire attention à l'accessibilité numérique. On va voir qu'il y a d'autres bénéfices, mais ce n'est pas pour ça qu'on fait de l'accessibilité à la base. Merci aussi, Rêve, pour ta réponse. C'est effectivement de l'accès au contenu pour tous, mais pas que. On va le voir juste après. Alors, en termes de ce qu'on va voir ce midi, donc on va parler on va quand même parler de définition parce qu'on a besoin de mettre tout le monde au même niveau d'information sur ce qu'est le handicap, ce qu'est l'accessibilité numérique. On va voir si réellement handicap et web c'est réellement incompatible. On fera un bref
passage sur le cadre réglementaire parce que nos métiers sont vraiment concernés par ça et il est très important de connaître ce cadre réglementaire au même titre qu'on connaît le RGPD, etc. On fera un focus très rapide sur quelques recommandations phares. Je vous invite à revenir vers nous si vous voulez plus d'informations. On a d'autres supports à portée de main, on verra à ce moment-là. Et après, on mettra une petite partie pour aller plus loin, puisqu'effectivement, vous vous doutez bien que 45 minutes pour parler de ce sujet, ça va être express. Donc, de quoi parle-t-on? Là, je vais vous donner la définition de la Web Accessibility Initiative du World Wide Web Consortium, donc le W3C, qui est on va dire un des acteurs majeurs du web, en fait, depuis sa création, et qui aujourd'hui nous permet d'avoir énormément de standards, de référentiels pour un web compatible pour tous. Donc, l'accessibilité du web signifie que les personnes handicapées peuvent utiliser le web, et plus précisément, ça signifie que le web est conçu pour que ces personnes puissent percevoir, comprendre, naviguer, interagir de manière efficace, mais aussi créer du contenu et apporter leur contribution. Et là, c'est vraiment très important, et je vais faire un tout petit focus là-dessus. Quand on pense accessibilité, on a toujours tendance à penser accès au contenu, accès visuel au contenu, accès à de la consultation. Mais en fait, l'accessibilité, c'est pas que ça, c'est vraiment la partie interaction, création de contenu. Puisqu'en fait, vu la part du numérique aujourd'hui, on va le voir un peu dans des chiffres par la suite, vu la place du numérique aujourd'hui, une personne qui ne peut pas interagir sur le web, c'est une personne qui est coupée de la société. Donc, l'accessibilité du web vise toutes les déficiences, qu'elles soient visuelles, auditives, motrices, cognitives, neurologiques ou liées à la parole. On exclut personne. Et donc, le but de ça, c'est de remplir la mission du web, c'est-à-dire, la mission, on va dire, d'Internet, qui est de mettre le web et ses services à disposition de tous les individus. Ça, c'était la vision de Sir Tim Berners-Lee, qui est de mettre le web à disposition de tous, quel que soit leur matériel, leur logiciel, leur infrastructure réseau, leur langue, leur culture, leur localisation géographique ou les aptitudes physiques ou mentales. Donc vraiment, le web doit vraiment permettre de lier tout le monde, quel que soit son contexte d'utilisation. Dans le droit français, le handicap, c'est une limitation d'activité ou restriction de participation à la vie en société subie dans son environnement par une personne en raison d'une altération substantielle, durable ou définitive, d'une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d'un polyhandicap ou d'un trouble de santé. Ce qui est très important de savoir derrière ça, c'est bien que c'est durable ou définitive. Donc, on va le voir un petit peu après avec des exemples. Quand on est avec un bras dans le plâtre, on n'est pas handicapé, puisque notre bras dans le plâtre, au bout de quelques semaines / mois, je ne sais pas, on retrouve l'usage de son bras. Par contre, quand on a un accident, par exemple, grave et qu'on perd l'usage d'un membre d'une faculté physique, là, on est sur du temps long. Et donc là, ça représente un handicap. Donc voilà, maintenant qu'on on a posé les définitions. Oui, vas-y, Gaëtan. Je voulais juste faire un petit complément à ce moment-là, vu qu'on a pas mal de personnes de la RH parmi nous. C'est pas forcément quelque chose qu'on intègre nativement dans nos sensibilisations, qui sont plus orientées pour nos clients. Mais le sujet de l'accessibilité numérique dans le droit français, il a avant tout démarré par le sujet de l'emploi, en fait, et de l'égalité face à l'emploi. C'est-à-dire qu'on ne peut pas en fait empêcher une personne d'accéder à un emploi sous prétexte qu'elle est handicapée, donc elle ne pourra pas utiliser les outils nécessaires à cet emploi. Et pour autant, il y a des dérogations dans le monde physique, c'est-à-dire mettre quelqu'un en fauteuil roulant dans une usine ou sur une plateforme pétrolière de Total. En théorie, il ne doit pas y avoir de discrimination. En pratique, ça demande des ajustements monstrueux. Par contre, sur tout ce qui est emploi intellectuel sur ordinateur, du coup, il n'y a aucune discrimination qui est possible. Au même titre qu'on ne peut pas faire de discrimination entre les sexes. Voilà, à peu près à la même période, on a vu apparaître les fiches de poste recherche une chef de projet. Au même moment, passer la loi pour l'égalité des chances face à l'emploi concernant les personnes handicapées. Donc, ce qu'on dit pour les sites web et les activités de communication et les contenus de communication sont encore plus vrais pour les outils internes.
on peut pas empêcher un collaborateur de rejoindre MC2I parce que Tempo n'est pas accessible aux personnes aveugles. Et ça, c'est un point qu'il faut garder en tête. C'est-à-dire si jamais on refuse une personne aveugle de rejoindre MC2I sous ce prétexte-là, elle peut nous attaquer et on perdrait forcément. Exactement. Voilà, c'est la petite douche froide de la sensibilisation. Exactement. Sur cette bonne ambiance, continuons. Tempo n'est pas plus accessible pour les voyants, mais bon, ça c'est un autre débat. On va donc parler d'un enjeu d'inclusion sociale. Cette slide-là, je ne vais pas m'attarder dessus. Ce qui est juste important de comprendre, c'est qu'on ne va pas créer un site web pour les personnes handicapées, qui serait de la ségrégation. On ne va pas faire un parcours accessible au sein d'un site parce que voilà, on ne peut pas rendre tout le site accessible et on va juste faire un parcours, genre le parcours contact accessible. Ça, c'est de l'intégration, mais ce n'est pas suffisant. On est vraiment sur un enjeu d'inclusion. Le but, avec cette sensibilisation et avec la démarche d'accessibilité numérique au plus tôt dans les projets, c'est réellement d'avoir tout un site entier qui est conçu de manière inclusive pour tous. Donc, peu importe où on se situe sur le site, n'importe quel utilisateur peut l'utiliser. Quelques chiffres clés. Donc, 7 Français sur 10 recourent à l'e-administration aujourd'hui. Donc, on se rend bien compte que quand l'administration n'est pas accessible, bah, ça pose de réels problèmes. 76% ont fait un achat en ligne au cours des 12 derniers mois. 67% des Français utilisent les réseaux sociaux. Et par contre, à côté de ça, on a 1% des sites qui déclarent être totalement conformes. Donc ça, c'est l'Observatoire de la Fédération des aveugles et amblyopes de France qui nous le dit. Donc 1% qui se déclarent totalement conformes, c'est sur plus de 2000 sites. C'est quand même représentatif de l'accessibilité aujourd'hui, malheureusement. Donc ça veut dire que sur 99% des sites, les personnes en situation de handicap ne peuvent pas être autonomes pour réaliser leurs actions. Et on va vous montrer juste après une démonstration et un témoignage qui sont assez édifiants de l'utilisation du numérique aujourd'hui. On en a parlé un petit peu avant, les différents types de handicap, on en note 4 principaux, mais on peut aussi avoir du polyhandicap. Celui qui nous vient le premier en tête, c'est le visuel. Dans nos métiers où on utilise nos yeux avec un écran, c'est le premier qui nous vient en tête. Pourtant, ce n'est pas le plus répandu en France. On est à peu près 4,3% de la population handicapée atteinte d'un handicap visuel. Côté auditif, plutôt 13%, moteur 5,8% et cognitif 6 à 8%. On estime entre 15 et 20% de personnes en situation de handicap aujourd'hui en France, donc environ 12 millions de personnes. Et surtout, l'information clé, c'est que 80% des handicaps sont invisibles. Donc en fait, on a un peu cette image d'Épinal du handicap, c'est une personne en fauteuil roulant. Non, c'est pas forcément ça. Une personne en situation de handicap, c'est aussi une personne qui a une maladie à long terme, qui lui provoque des crises, par exemple. Et donc, à certains moments, elle va avoir l'air d'une personne valide, et puis à d'autres moments, elle sera complètement empêchée par sa maladie. Donc, on ne peut pas préjuger du handicap d'une personne par son apparence. Ce que je vous disais tout à l'heure, le handicap, c'est bien une situation durable ou définitive. Donc là, sur le schéma, c'est un schéma de Microsoft que vous voyez là, qui vous montre en fait des situations où vous pourriez être empêché. Donc on voit bien que le temporaire et le situationnel, qui sont au centre de la slide, ne sont pas considérés comme du handicap, mais ça permet un petit peu d'imager ce que ça pourrait donner pour une personne valide au quotidien. Donc, par exemple, un handicap visuel, ça peut être de la lumière tamisée, ou du soleil dans le dos qui empêche de voir les contrastes d'un écran. Et ben, faut s'imaginer que ça, une personne en situation de handicap visuel, la vit au quotidien. C'est-à-dire que c'est pas juste je vais me mettre à l'ombre et je vais voir mon téléphone. La personne qui a un handicap visuel, elle a ça en permanence. Le vieillissement, c'est considéré aussi, enfin, c'est une des cibles de l'accessibilité, puisque même si on n'a pas de carte de handicap, c'est bien une baisse durable de la vue, de l'audition, des fonctions moteurs, etc. Donc, ça rentre dans la catégorie du handicap. On voit bien avec un handicap moteur, par exemple, quand on a une jambe cassée ou un bébé dans les bras, bon, bah, on n'a pas toutes ces facultés pour utiliser le numérique, et avoir des boutons tout petits, difficilement cliquables, ça pose problème.
Donc, voilà un petit peu, c'était pour vous imager, mais j'insiste bien, la partie temporaire et situationnelle, c'est juste des images, ce ne sont pas des handicaps, ce ne sont pas des situations de handicap. Je vais vous faire une petite démonstration. Ah, c'est fluide. Je m'attendais. Ah non, ça n'est pas fluide. J'aurais essayé. Donc, nous allons passer à ce site où normalement le son de la présentation vous est partagé. C'est un site d'Atalan, donc on ne va pas faire trop la pub, mais qui est très représentatif et qui nous permet de faire une démonstration du daltonisme, de la malvoyance, de la surdité, cécité, etc. Je ne vais pas m'attarder sur tous, je vais surtout vous montrer la cécité et le handicap moteur qui sont des manières différentes d'appréhender le numérique. Donc, je vais lancer la démonstration. Normalement, vous devriez entendre. Si vous n'entendez pas, dites-le moi. L'accessibilité numérique, et si nous agissions? Menu de navigation, liste de 5 éléments. Daltonisme, lien. Malvoyance, lien. Cécité, page courante, lien. Malentendance, lien. Handicap moteur, lien. Titre de niveau 1, cécité. Les personnes aveugles ou malvoyantes utilisent des logiciels appelés lecteurs d'écran pour consulter les contenus numériques. Ces systèmes restituent les contenus sous deux formes. Liste de 2 éléments. Puce, orale, à l'aide d'une synthèse vocale, comme celle que vous pouvez écouter sur cette page. Puce, braille, à l'aide d'une plage braille, qui affiche les textes à l'aide de picots en plastique qui montent et descendent pour retranscrire en braille le texte affiché à l'écran. Image, légende ci-après. Exemple. Je ne vais pas vous faire toute la page parce qu'on n'a pas non plus trop de temps. L'idée, c'était de vous faire découvrir cette page en premier avec un lecteur d'écran, tel que c'est restitué. Il faut savoir que les personnes aveugles n'utilisent pas un lecteur d'écran qui lit toute la page comme ça, ils utilisent d'autres techniques. Ils ont un lecteur d'écran aussi qui lit plus rapidement, presque si vite des fois qu'on a du mal à comprendre, nous, qui n'avons pas l'habitude, ce qui est vocalisé par le lecteur d'écran. Mais l'idée, c'était de vous montrer un aperçu. Et donc, je vais vous montrer maintenant la page que nous avons découvert ensemble par le lecteur d'écran. Tout à l'heure, on voyait on entendait liste de 2 éléments, puce, orale, à l'aide d'une synthèse vocale, etc. Quand on met une bonne sémantique dans une page, c'est comme ça que c'est retranscrit par l'écran. On a bien une liste de 2 éléments, on comprend qu'on va avoir ces 2 choses-là. Quand on utilise une mauvaise sémantique, à savoir par exemple juste le fait d'utiliser un tiret qui n'est pas une liste à puces en développement, ce n'est pas la bonne sémantique. Là, on ne va pas retranscrire de la même manière et pour les personnes qui utilisent des lecteurs d'écran, ça devient notamment plus compliqué de comprendre la structure du contenu et l'organisation de l'information. Le deuxième que je voulais vous montrer, c'est le handicap moteur. Donc là, vous voyez, ma souris, elle sursaute. Pas moi qui fais ça avec ma souris, c'est le site qui me fait une présentation en fait de ce que ça pourrait donner si j'avais des tremblements ou du mal à contrôler la motricité de ma main. Et donc là, je vais essayer d'aller appuyer sur ce petit bouton. J'ai réussi, c'était quand même difficile. Mais l'idée, c'est de montrer que ce bouton, qui pour nous, valide, nous paraît gros, on a l'impression que tout va bien, il est quand même très large. Sauf qu'en fait, si on a des difficultés à contrôler notre souris, ce qui se passe, c'est que vu qu'il n'est pas très très haut en hauteur, on a vraiment du mal à utiliser. Ces 2 exemples, on vous remettra le site en lien pour que vous puissiez tester aussi de votre côté. L'idée, c'est de découvrir à travers cette démonstration ce qui peut être le quotidien d'une personne en situation de handicap. Je vais revenir à ma présentation. Ça, c'est un témoignage. Alors, la slide est très lourde, mais je vais vous la présenter. C'est le témoignage sur Twitter de Céline Boeuf, qui est une personne aveugle, qui est très, très engagée pour l'accessibilité numérique en France et qui nous fait part de son quotidien. Son quotidien, c'est de compter les stations de métro le matin parce que seule la moitié des lignes sont vocalisées, qui lui disent donc arrêt, un tel, voilà. Ça, il n'y a que la moitié des lignes qui le font. Elle doit passer des heures sur des sites qui ne sont pas accessibles pour au final des fois se rendre compte qu'elle ne peut pas aller au bout parce qu'il y a un captcha qui l'empêche de finaliser son action. Elle doit faire du bénévolat dans l'espoir de faire progresser l'accessibilité. Elle a accès à 8% de la production éditoriale française, donc les livres, parce qu'il n'y a pas d'audiobook, ou alors ils ne sont pas accessibles en format
pour les personnes aveugles. Un interphone à liste déroulante, ça l'empêche d'aller chez son médecin traitant en toute autonomie, donc elle doit y aller avec quelqu'un d'autre. Elle se demande depuis quand ces yaourts sont périmés parce que l'information, elle est inscrite sur le dessus, mais c'est la seule moyen de le voir. Elle se fait attraper le bras 5 fois par jour par des gens à qui elle n'a rien demandé. Ça, c'est un vrai problème et beaucoup de gens dans la communauté handicapée s'en plaignent, en fait, des gens qui partent du principe qu'ils ont besoin d'aide sans dire bonjour, sans demander, etc. C'est vraiment important. En fait, ce sont Le pire, je crois, c'est les gens en fauteuil roulant où les gens les déplacent. C'est-à-dire qu'ils prennent le fauteuil roulant et s'ils sont dans leur passage, ils déplacent le fauteuil roulant comme si ce n'étaient pas des humains sur le fauteuil. Donc voilà. Ce témoignage-là, il est vraiment là pour nous ouvrir les yeux sur nos comportements au quotidien et ce qui peut poser problème. Elle a aussi des soucis quand elle va à son distributeur de billets et que la prise casque ne fonctionne pas, donc elle ne peut pas récupérer d'argent. Elle passe plus de temps à acheter un billet de train qu'à faire le trajet parfois. Et en plus, il faut prévoir plus de temps pour aller à la gare et se retrouver une fois qu'elle est dans la gare pour savoir où est son quai. Elle ne distingue pas une boîte de conserve d'une autre sans une aide technique. Donc aujourd'hui, heureusement, nos smartphones équipés de caméras et d'applications permettent de justement voir de vocaliser les couleurs, de vocaliser ces différences-là. Mais c'est la technologie aujourd'hui qui répond à ça, mais avant, ce n'était pas le cas. Des fois, elle a un feuille tricolore sonore qui ne fonctionne pas et donc elle ne sait pas si elle a le droit de traverser ou pas et elle met sa vie en danger. Donc tout ça pour dire qu'elle dépense plus de temps et d'énergie que les personnes valides pour tous les actes de la vie quotidienne. Et ça, il faut vraiment le prendre en compte en fait quand on design aujourd'hui nos services numériques. Ces personnes-là, donc comme on a vu, 15 à 20% de la population française, elles ont ça au quotidien. Et donc, on imagine bien que ce que nous, on peut faire, la part qu'on peut jouer en faisant attention à notre design, en respectant un design inclusif, c'est ce poids en moins qu'elles auront, elles, au quotidien. Je vais vous présenter rapidement les différents outils d'assistance. On a vu juste avant le lecteur d'écran ou la synthèse vocale. On a aussi des claviers braille qui permettent de lire en fait via des petits pics qui ressortent en braille ce qui se passe à l'écran. Quand on est en situation de handicap moteur, on peut avoir une souris à bouche. On utilise énormément le clavier avec la touche tabulation ou maj tabulation pour naviguer dans une page. On peut avoir un trackball et on peut avoir un clavier adapté parce qu'on ne peut pas avoir les mains devant soi comme ça pour taper au clavier, qu'on a besoin d'avoir plus d'espace et d'avoir deux parties séparées. Donc tout ça, c'est une partie des outils d'assistance. On ne les a pas tous mis. Il y a aussi du même genre que la souris à bouche, on a je ne sais plus comment ça s'appelle exactement, mais des commutateurs à souffle, je crois, ça s'appelle. Quand on souffle dedans, ça déplace et ça fait des actions en fonction de si le souffle est court ou long. Donc, des choses comme ça. On vous a mis les principaux. L'idée derrière ça, c'est, comme l'a dit Gaëtan tout à l'heure, une personne qui travaille dans l'informatique, qui travaille dans nos métiers de service du numérique devant un ordinateur, normalement, ne devrait pas être en situation de handicap, puisqu'en fait, c'est l'environnement qui provoque cette situation de handicap. Quand on a une personne dans un fauteuil roulant qui a juste plus l'usage de sa partie inférieure de son corps, il n'y a aucun problème pour travailler devant un écran. Ce n'est pas nécessairement une perte d'efficacité, pourvu que le numérique soit conçu de manière inclusive. Pourtant, on note encore que le taux de chômage des personnes handicapées atteint 14% aujourd'hui. Donc, il y a réellement de la discrimination à l'emploi. Je vais passer rapidement sur le fameux cadre réglementaire et je vois qu'il y a eu des questions dessus, mais je n'ai pas eu le temps de tout lire. L'idée derrière ça, c'est de dire que les organismes publics ou privés remplissant une mission d'intérêt général et les entreprises privées au chiffre d'affaires de plus de 250 millions d'euros sont concernées par le RG2A, par la loi française. Derrière ça, il y a 4 obligations principales. Respecter les critères du RG2A depuis le 1er octobre 2020 pour les sites et mars 2021 pour les applications mobiles. Afficher le niveau d'accessibilité sur la page d'accueil, totalement, partiellement ou non conforme, et un lien vers une déclaration d'accessibilité.
je ne sais pas si la question a été posée, mais le niveau d'accessibilité, donc le taux de conformité, ne préjuge pas de l'accessibilité d'un site. On peut avoir 50% d'accessibilité, sauf que c'est 50% sur des critères qui ne sont pas les plus impactants. Et on pourrait avoir un critère qui est totalement bloquant, par exemple la navigation au clavier sur un site. Si la navigation au clavier ne fonctionne pas, c'est un critère, pourtant votre site il est inutilisable. Donc tout ça pour dire qu'on ne peut aujourd'hui pas préjuger du niveau par le taux de conformité. Et que si jamais vous n'avez pas, si vous n'avez pas inclus l'accessibilité au début de votre projet ou dans votre projet, vous pouvez déjà mettre non conforme sur votre déclaration, parce qu'il n'y a pas besoin de faire un audit pour savoir que vous serez non conforme. Vas-y. Je veux dire, c'est un des points qui est culturellement le plus difficile à intégrer, et notamment quand on parle à des ingénieurs. J'adore les ingénieurs, mais dire c'est pas parce qu'il y a un chiffre de pourcentage que ce chiffre reflète le niveau d'accessibilité réel. Et ça, c'est complètement antinomique, mais c'est le cadre qui fait comme ça. Il fallait bien poser une mesure, mais ça ne prédit pas. Enfin voilà, des fois, un site qui est conforme à 80% est moins accessible qu'un site qui est conforme à 60 ou 65%. Et ça, c'est compliqué à intégrer et c'est compliqué à expliquer. C'est pour ça aussi que le cadre réglementaire reste flou sur le sujet avec des grands seuils, parce que le pourcentage d'écart au milieu de ces seuils, il n'a pas trop de valeur. En fait. En dessous de 50, on sait que c'est globalement mauvais. À 100, on sait que c'est à peu près pas mal. Ça ne veut pas dire que c'est complètement accessible pour tout le monde, mais ça veut dire que c'est un niveau minimum qui permet à la plupart des situations, des personnes handicapées de naviguer et d'accéder au contenu correctement. Et entre les deux, c'est un espèce de fourre-tout où il y a tout. Voilà. Cette obligation numéro 2, donc afficher le niveau d'accessibilité, c'est pas très compliqué, ça demande pas beaucoup d'efforts. Un lien vers une déclaration d'accessibilité, c'est plus important puisqu'il faut réaliser un audit pour avoir l'ensemble des éléments mandatory de la déclaration d'accessibilité. Le troisième point, c'est de communiquer un schéma pluriannuel de mise en accessibilité avec le plan d'action de l'année en cours. Et le quatrième point, la formation théorique et pratique à l'accessibilité numérique du personnel. Donc, ce que vous voyez derrière ça, c'est que on a à peine, je crois, 3% des sites, selon l'observatoire qu'on a vu tout à l'heure, l'observatoire par la Fédération française des aveugles de France, 3% qui respectent ne serait-ce que l'affichage de est-ce que c'est totalement, partiellement ou non conforme, alors que ça demande quand même pas beaucoup d'efforts. Les amendes, on ne va pas s'étendre dessus. Il faut juste savoir que côté organisme public, l'amende a été augmentée récemment. Elle sera mise en place en 2024 et donc ce sera 50 000 € pour les exigences d'accessibilité, donc vraiment le fait d'avoir le site accessible, et 25 000 € pour les obligations complémentaires, donc les affichages, les formations, etc. Demain, et c'est là où on arrive à l'évolution, à l'initiative de l'European Accessibility Act, on va avoir une évolution de la réglementation et surtout une arrivée d'autorités de contrôle. Donc, c'est en ça, voilà, je réponds à une question qui vient d'être posée. C'est en ça qu'on va évoluer réellement par rapport à aujourd'hui. On est aujourd'hui plutôt dans une obligation de moyens. Il est plutôt possible que demain, on soit dans une obligation de résultat, avec des autorités qui contrôlent réellement. Pour l'instant, on n'a pas d'idée précise du montant des amendes et du fait, par exemple, si on peut avoir des pénalités journalières ou par mois de non-respect. On sait que c'est tous les 6 mois pour le public, mais pour le privé, on ne sait pas encore. C'est en train de se mettre en place. L'idée, c'est de se dire que déjà, on a un abaissement du seuil de chiffre d'affaires minimum, on passe à 2 millions. Et surtout, au lieu de 250, il y a quand même un sacré gap. Et surtout, on étend l'application aux services, donc bancaire, information, vente, donc tout ce qui est e-commerce sera notamment concerné. Il y a mais c'était, on va dire, les principaux. Et on a une extension de l'application aux produits, donc les ordinateurs, les systèmes d'exploitation, les distributeurs de billets, les smartphones, télévisions, liseuses, etc. L'idée derrière ça, c'est c'est un argumentaire qu'on ne peut pas avoir auprès de référents accessibilité chez nos clients, mais c'est un argumentaire qui fonctionne bien auprès de managers qui ne sont pas sensibilisés.
Ce sont les gains directs et indirects de l'accessibilité. À la base, l'accessibilité, c'est bien un respect du droit fondamental des personnes à accéder à Internet. C'est pour ça que c'est fait. Par contre, on constate des gains indirects, notamment l'amélioration de la qualité technique, l'amélioration du référencement naturel, l'amélioration de l'image de marque et la réduction du risque juridique. Donc, c'est ce type d'argument qu'on peut utiliser auprès de nos clients qui ne sont pas sensibilisés à l'accessibilité pour essayer de justifier, parce que malheureusement, on est toujours piloté par le retour sur investissement. Donc, c'est ce type d'argument qu'on peut utiliser. Mais quand on est face à un public d'initiés, voire d'experts accessibilité, on évite d'utiliser ces arguments-là parce qu'on peut vite se faire retoquer. L'accessibilité, ça devrait être un droit fondamental, c'est un droit moral, enfin, c'est un devoir moral, pardon, et on évite d'insister sur les gains indirects. On arrive dans les recommandations phares. Je vais très vite, mais parce que je vois l'heure tourner. Recommandations phares, les images. L'idée, c'est de proposer une alternative pertinente. On va avoir deux types d'images, les images porteuses d'informations et les images non porteuses d'informations. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'il faut toujours avoir une balise alt égale, ouvrez les guillemets, quelque chose. Enfin, il faut toujours avoir une balise alt. Soit on a une image porteuse d'informations et on doit retranscrire les informations de l'image au sein de cette balise, soit on a une image non porteuse d'informations et donc là, on doit laisser cette balise vide. Donc, on aura juste deux guillemets. L'exemple le plus parlant, je ne sais pas si vous voyez bien à l'écran, c'est cette affiche de match de rugby qui donne les informations de lieu, d'horaire, enfin de date et d'horaire des équipes qui s'affrontent, du prix des billets, de l'endroit où est-ce qu'on vient acheter les billets. Tout ça est contenu dans l'image. Par contre, ce qu'on voit en dessous, on voit juste la date, le lieu. On ne connaît pas le prix des billets, on ne connaît pas l'adresse web où acheter les billets. Donc là, on a vraiment une différence d'information entre les deux et les personnes aveugles, en tout cas celles qui ne peuvent pas voir les images, n'ont pas accès à cette information. À l'inverse, ici, quand l'image ne porte aucune information, on a beaucoup ce mode-là en fait dans nos sites modernes où on veut illustrer des articles, par exemple. Bon, des fois, les illustrations d'articles, c'est vraiment une image pour faire beau et ça n'apporte pas d'informations. Et dans ces cas-là, on vient bien laisser une alternative vide. L'exemple ici, deux jeunes assis avec leur skate et un masque. Bon, il n'y a pas une information incroyable pour les personnes aveugles, autant leur éviter de prendre connaissance de ce contenu-là avec leur lecteur d'écran. Ici, on a une alternative vide parce qu'on voit en dessous le détail. Donc, il faut vraiment voir l'image dans son contexte. Sur l'exemple d'avant, si en dessous ici, on avait eu toutes les informations, ce n'était pas grave d'avoir une alternative vide. Il faut juste vraiment voir l'image dans son contexte. J'espère que c'est clair dit comme ça. Ça va. Pour les multimédias, on va proposer des alternatives. Donc, une vidéo, quand on a un handicap auditif, eh bien, on ne va pas entendre ce qui se dit. Donc, on a besoin de sous-titres et de transcription textuelle pour connaître les contenus. Il y a aussi des fois, les sous-titres ne sont pas suffisants puisque parfois, il peut y avoir des informations autre que toute l'information de la vidéo, que ce soit transmise par l'image et par le son, doivent être transcrites dans la transcription textuelle, qui est vraiment beaucoup plus complète que des sous-titres, et qui en plus permettent de lire à son propre rythme sans avoir à regarder toute la vidéo. On vous a mis pour information quelques coûts de sous-titrage synchronisé, d'autodescription, etc. Tout n'est pas au même tarif. Je vous en parlais tout à l'heure, afficher le focus. Le focus, c'est cet élément que vous voyez là, qui prend un tour bleu autour de l'élément que vous sélectionnez, sur lequel vous naviguez. Donc en fait, c'est à la navigation au clavier avec votre touche tabulation. À chaque tabulation, on switch d'éléments. L'idée derrière ça, c'est déjà qu'elle soit visible et surtout qu'elle suive un ordre logique. Ce qui se passe dans certains sites, c'est qu'un coup, on est en haut, un coup, on va dans le contenu, on revient dans la navigation, on retourne dans le contenu, et ça, c'est impossible pour une personne de naviguer comme ça.
Donc, l'idée, c'est déjà, on ne supprime pas le focus, parce qu'il y en a qui le font. Si jamais on veut faire un focus un peu maison, est-ce que le tour bleu et blanc, ça ne nous plaît pas? Il faut être très, très vigilant à la manière dont on le design, ce focus, et aux couleurs qu'on utilise. Un des très bons exemples, c'est celui d'orange. Malheureusement, le orange, ce n'est pas la couleur la plus facile en accessibilité aujourd'hui. Ils ont voulu faire leur propre focus. Des fois, ça marche, des fois, ça marche moins bien. On peut aussi avoir des règles autour de la structuration des contenus, donc des titres en fait de la page. On n'y pense pas souvent et on y pense surtout en fait pour le référencement naturel. Mais à côté de ça, la structuration des titres de page, ça permet aux personnes qui utilisent des outils comme Headingsmap de naviguer titre par titre et donc de gagner un temps fou dans leur navigation puisqu'en fait, ils font simplement comme nous, ils lisent en diagonale. Ils parcourent les titres et sur le titre qui les intéresse, ils vont dessus et là, ils prennent connaissance de la partie. Au lieu de faire comme on l'a fait tout à l'heure en démonstration, prendre connaissance de haut en bas de toute la page. On a des règles aussi par rapport au contraste de couleurs. Il faut savoir que tous les types de textes n'ont pas les mêmes attentes en termes de contraste. Quand on a un texte plus petit, on attend un contraste plus important. Quand on est sur un texte plus gros, c'est un ratio de 3:1. Il n'y a pas de différence, là je vais aller vite, mais il n'y a pas de différence entre un mode clair et un mode sombre en termes d'accessibilité. Le plus important, c'est réellement ce contraste. Qu'on soit sur du blanc sur du noir ou du noir sur du blanc, le contraste est le même, l'accessibilité est la même. Après, ça dépend des préférences de navigation de chacun. On a souvent l'habitude de lire du noir sur du blanc, mais avec les modes sombres, ça change pas mal. Il y a des outils qui permettent de calculer les ratios de contraste. On vous en a listé un. On vous mettra des ressources à disposition aussi avec des plugins Chrome, etc. pour vous permettre de tester rapidement les contrastes de couleurs. L'exemple qu'on a voulu prendre, c'est malheureusement très, très souvent encore utilisé, c'est le fait d'écrire des textes sur des images. Donc là, en soi, c'est bien parce que déjà, le texte n'est pas dans l'image réellement, mais bien du code sur une image. Donc c'est déjà bien, mais ce n'est pas suffisant puisqu'ici, je pense que vous avez du mal à le lire, mais ce qui est écrit tout petit là, sur le fond, c'est illisible. Donc on va plutôt privilégier de mettre le texte à côté de l'image et de ne pas mettre d'image en fond. Les facteurs clés de succès de l'accessibilité, c'est déjà de se dire que ce n'est pas une option ou une fonctionnalité bonus. Ça doit réellement être au cœur de votre projet, au même titre que la sécurité, la protection des données personnelles aujourd'hui. Aujourd'hui, on se pose pas la question la veille de mettre en prod, est-ce que mon site, est-ce que mes cookies sont bien implantés, mon bandeau cookie est suffisamment bien, respecte le RGPD en fait. On se pose pas cette question-là juste avant de partir en prod, on se la pose avant. Ce ne sont pas que des normes à appliquer, le but est de servir tous les utilisateurs, c'est gage d'une bonne expérience utilisateur. L'accessibilité, c'est aussi comprendre les usages et utilisations pour les rendre possibles. C'est vraiment pour ça qu'on a fait cette sensibilisation aujourd'hui. Quand on sait qu'il y a des personnes qui utilisent des claviers braille, des lecteurs d'écran, des souris à bouche, le clavier et pas la souris, des choses comme ça, on comprend en fait l'utilisation et c'est tout de suite beaucoup plus simple d'imaginer les limitations de nos interfaces aujourd'hui. Ne pas prendre en compte l'accessibilité aboutira forcément à une production finale pleine de malfaçons. On ne peut pas avoir un coup de chance et être accessible. Ça ne marche pas comme ça, malheureusement, ce serait bien. Mais aujourd'hui, il faut réellement le prendre avec le référentiel, l'URG2A, en fait, pour s'assurer de l'accessibilité du contenu. Mais le RG2A, pour le coup, est vraiment très bien écrit et pour le coup accessible, c'est-à-dire dans le sens où il est facilement compréhensible. Donc, c'est un des avantages qu'on a en France. Tu voulais peut-être rajouter un truc, Gaëtan? Oui, j'allais dire, on ne peut pas présager des compétences des personnes aujourd'hui. J'allais dire aucune, on va dire très peu pour laisser la chance. Formation initiale, quelle qu'elle soit, qui forme correctement à l'accessibilité numérique. Donc là aussi, on a nous aussi notre bâton de pèlerin à prendre vis-à-vis de nos écoles partenaires. On en a déjà discuté avec Vera pour voir ce qu'on peut faire. Mais voilà, les meilleurs développeurs aujourd'hui sont pas forcément des experts d'accessibilité. Et le web et le digital d'une manière générale s'est construit depuis les années 90 pour les yeux. Voilà, il a été fait pour des gens qui voient.
Il y a beaucoup de mauvaises pratiques que les développeurs considèrent être un standard uniquement pour un rendu visuel. Malheureusement, quand on voit pas ce rendu visuel, on l'a pas et on passe à côté de tout en fait. Donc voilà, c'est vraiment s'il y a un point à retenir, c'est que c'est pas un sujet passant parce qu'il faut déconstruire la manière de penser des gens. Il faut revenir sur leur formation initiale, il faut revenir sur ce qu'ils pratiquent parfois depuis des années pour lesquels on leur dit que ce sont des dieux sur Terre pour certains. Et nous, on est là, non développeurs, à aller leur dire que ce qu'ils font est mal. Donc ça donne parfois des discussions assez houleuses avec des gens qui montent dans les tours parce qu'ils comprennent pas en fait. Donc faut vraiment pas penser que c'est inné et c'est 2-3 coups de tournevis. Non, quand c'est pas pensé et qu'il n'y a aucune compétence accessibilité, on peut être sûr que c'est pas 2-3 coups de tournevis. Des fois, il vaut mieux jeter un outil à repartir de zéro que d'essayer de le rafistoler pour le rendre accessible dans la plupart des cas. C'est ça. Je vais aller plus rapidement sur la fin. L'idée, c'est de partir du principe qu'utiliser les standards du web, c'est dans tous les cas une bonne idée. Surtout les standards du W3C et des outils, en fait, et des outils qu'on pourra vous envoyer, qui, par exemple, donnent des exemples de développement de modules. Un exemple de développement par exemple, d'onglets, d'un système d'onglets sur une page. Qu'est-ce que c'est? Comment on le développe pour que ce soit accessible, des choses comme ça. Donc, on peut envoyer des ressources aux développeurs. J'avais prévu de vous parler de quelques missions, mais il est 44, donc ça va aller très, très rapidement. On a pas mal de missions et surtout, ça se développe beaucoup dans l'accessibilité. On a principalement des missions d'audit, même si on a de plus en plus des missions d'accompagnement projet. Donc là, on avait la Caisse des dépôts qui était un client historique sur ce sujet-là, qui prend très à cœur l'accessibilité toujours. Ça, c'est bien. On va avoir la Poste mobile également, où là, il y avait un peu de partie aussi application. Et on avait là le marché interministériel, où là, il y avait énormément de formations pour tout type d'acteurs, que ce soit des chefs de projet, des rédacteurs web, des designers, des développeurs, etc. Donc, on a vraiment tout type de missions, allant de l'audit à la formation, à l'accompagnement projet, etc. Et donc, pour aller plus loin, on vous a mis donc, le club référent, comme l'a dit Gaëtan au début, marketing et expérience client. N'hésitez pas à les solliciter si vous avez des besoins, des questions. Je vous ai mis le lien aussi de la page OMI, donc de la communauté accessibilité, avec notamment le lien vers la sensibilisation complète, parce qu'en fait, elle dure 3 heures et non pas 45 minutes, mais où vous pouvez retrouver plus d'exemples, par exemple, de bonnes pratiques, de règles, en fait, d'application des règles du RG2A, qui peuvent être déjà une bonne manière de rentrer dans le sujet. On a également un outil d'audit maison, donc n'hésitez pas à visiter cette page. Le dernier mot de la fin, et je me dépêche, c'est que nous avons en interne d'autres formations qui peuvent aller continuer en fait votre apprentissage sur l'accessibilité. On pense notamment à Opquast, qui est donc une certification d'assurance qualité web qui prend en compte pas mal de règles en fait d'accessibilité, qui n'est pas du niveau du RG2A, on est bien d'accord. C'est pas en respectant les règles Opquast qu'on a un site accessible OK du point de vue du RG2A, mais qui est un très très bon début pour apprendre la qualité des interfaces web. Et si vous êtes intéressé par d'autres thématiques sur le numérique responsable, c'est plutôt le club Inno qui s'occupe de ça, avec notamment des formations sur l'éco-conception, le MOOC de l'Institut du numérique responsable sur le numérique responsable en général. Donc voilà, on a beaucoup de choses en interne. N'hésitez pas, si ça vous intéresse, on sera très content de vous présenter tout ce qu'on a sur étagère. Et j'ai fini. 46. Je crois que Gaëtan a répondu aux questions au fur et à mesure. Est-ce qu'il y en a d'autres? On pourra peut-être prendre... Je vais peut-être prendre les questions. Ophélie, c'est possible pour toi de récupérer... ou alors je vais faire un copier-coller. De récupérer les questions et on les mettra dans l'article. Parce que je pense que sinon, on ne pourra pas les voir. On espère que cette sensibilisation vous a plu et qu'elle vous a appris des choses,
qu'elle vous a intéressé. Oui, c'était plutôt réussi hein, pour un format assez court, c'était assez clair. Super. Et au plaisir de vous retrouver peut-être sur le format plus long qui va plus en détail sur ce qu'on a pu voir aujourd'hui et de vous retrouver aussi, pourquoi pas, sur la certification au Quest. N'hésitez pas. Vas-y, Sébastien. Non, je me suis trompé de bouton. Je voulais faire des petits bravos. Ça marche, pas de souci. Gaëtan, tu veux rajouter un mot de la fin? Non, c'était très complet. Et si certains d'entre vous veulent poursuivre, et même si vous n'êtes pas forcément dans les directions opérationnelles aujourd'hui, là, je lance un pavé dans la barre, mais comme l'a dit Estelle, il y a beaucoup d'émissions qui sont des missions d'audit, des missions ponctuelles. Donc, si vous avez un intérêt personnel pour le sujet, on fait des formations avec des partenaires à l'audit. Donc là, on fait des formations sur 5 jours en présentiel ou même à distance, mais voilà, 5 jours complets, où vous balayez l'ensemble du référentiel et comment vérifier le bon niveau d'accessibilité d'un site. Et ça, c'est des choses qui sont tout à fait ouvrables, je pense, à des personnes qui ne sont pas forcément consultantes le reste du temps, parce que souvent les clients nous sollicitent pour faire un audit. Ça prend 3-4 jours suivant la complexité. Soit on a le bon expert disponible et on sait faire, soit on l'a pas et c'est compliqué. Donc voilà, ne vous fermez pas la porte, même si vous n'êtes pas forcément dans les directions opérationnelles et dans les entités opérationnelles, mais si c'est des sujets qui vous intéressent, vous vous dites tiens, j'aimerais bien essayer de temps en temps, pourquoi pas me rendre dispo pour faire un audit. Je pense que c'est tout à fait envisageable et ça peut se discuter, il y a les formations pour. Mais merci à tous de vous être connectés ce midi et puis on vous souhaite un très bon appétit. Très bon appétit. Bonne fin de journée. Bonne fin de journée. Merci pour votre participation. Merci beaucoup. Merci, bon appétit. Au revoir.